Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, je me suis posé la question à savoir est-ce que le poids des relations lorsqu'on est en train de consulter une liste de correspondances en commune, une liste de matchs ADN donc, est-ce que c'est aussi important d'avoir accès au poids de la relation avec la personne qu'on est en train de consulter plutôt que de seulement avoir le poids avec soi-même? C'est un petit peu compliqué à résumer comme ça, donc je vais vous montrer tout de suite avec des images ce que je veux dire. Donc, par exemple, ça c'est sur le site Ancestry DNA. Donc, si on clique le menu ADN et qu'on va dans correspondance, on a la liste des correspondances générales. Si on clique une de ces correspondances-là, on a accès aux correspondances partagées entre soi-même et les matchs qu'on a cliqués. Donc, c'est de cette liste-là dont je vais parler. Et si on regarde cette liste-là sur Ancestry, le poids des relations qui sont affichées sont seulement avec soi-même. Donc, même si c'est des correspondances communes entre soi-même et quelqu'un d'autre, le classement des correspondances se fait par proximité avec soi-même seulement. Évidemment, ça va changer dans les prochaines semaines ou prochains mois. On a appris dans les derniers jours, là, en date de cette vidéo-ci, qui est de mars 2024, eh bien, on a appris dans les derniers jours au Roots Tech que Ancestry allait rendre disponible le poids des relations avec la personne qu'on est en train de consulter et non pas seulement avec soi-même. Donc, l'ordre de ces listes-là pourra changer selon qu'on veut mettre le focus sur quelles sont les relations avec l'autre personne et pas juste avec soi-même. Toujours à titre d'exemple, c'est des options qui sont déjà disponibles sur d'autres sites, notamment sur MyHeritage ou 23andMe. Les options sont revenues il y a quelques jours également. Donc, si on va sur 23andMe et qu'on clique une correspondance, au milieu de la page en descendant, il y a cette option-là qui est revenue, qui a été désactivée il y a quelques jours, pendant quelques semaines, mais c'est revenu. Et si on clique Find Relatives in Common, eh bien, on a accès à la liste des correspondances communes entre soi-même et entre la correspondance qu'on est en train de consulter, la fiche. Et ici, on voit que c'est pas seulement l'ordre avec en pourcentage. Là, chez 23andMe, c'est en pourcentage et non pas en centimorgane. Mais peu importe, on voit dans la colonne You, donc soi-même, que c'est classé tout de même par la proximité avec soi-même. Mais on a tout de même accès au poids de la relation avec l'autre personne qu'on est en train de consulter. On peut notamment avoir de l'information sur est-ce que le fils de quelqu'un a testé, un parent direct, un cousin rapproché, comme ici en pourcentage. Donc, c'était une option qui était déjà disponible chez 23andMe et chez MyHeritage aussi. Il y a cette option-là. Donc, chez MyHeritage, ce qu'on peut voir aussi, c'est le poids des correspondances envers soi-même, donc lien de parenté probable avec vous, et lien de parenté probable avec la personne qu'on est en train de consulter. Et là aussi, on voit le poids. Donc, c'était déjà quelque chose de disponible chez MyHeritage et chez 23andMe. Et bientôt, ça va être disponible dans Ancestry aussi. Peut-être que ça va être une option payante, mais quand même, c'est une option qui devrait arriver sous peu. Et pour cette vidéo-ci, je me suis posé la question, est-ce que ça fait une grande différence si on a accès à ça? Pour illustrer le résultat de mes découvertes, j'ai utilisé le logiciel Gephi parce que c'est un logiciel qui permet de visualiser de façon plus organique, de façon plus naturelle, les relations entre des personnes. C'est un logiciel qui sert un peu à ça, de visualisation de communauté. Donc, dans Gephi, le premier test que j'ai affiché, c'est de récupérer donc les correspondances en commune. J'ai donc descendu ma liste principale. J'ai cliqué chacune des correspondances. Et pour chacune des correspondances, je suis allé cliquer le fameux bouton Relatives in Common. J'avais donc accès à cette liste-là. Et dans Gephi, le poids avec moi-même et la grosseur des cercles. Donc, ce qu'on voit ici, la grosseur des cercles, la taille des nodes, c'est la proximité génétique avec moi. Plus le cercle est grand, plus la correspondance a un lien de parenté fort avec moi.
donc c'est la première colonne. Et pour la deuxième colonne, donc la proximité génétique ou la force de relation avec l'autre personne, eh bien ça, je l'ai indiqué dans Gephi avec le poids du lien. On appelle ça le weight dans Gephi. Et ce qu'on voit donc, c'est, on le voit pas dans cette première image-là, mais je vais vous le montrer dans le deuxième. On peut voir, si on zoome un peu, on peut voir que certains liens sont plus, l'épaisseur du trait est plus prononcée. Et dans ce résultat de graphique-là, les liens rapprochent les personnes aussi nécessairement, parce que j'ai tenu compte de la force ou du weight ou encore du poids entre les relations. Donc, ça les rapproche entre eux. Donc, quand il y a des relations père-fils, fille-mère ou oncle, neveu, des choses comme ça, les cercles sont donc plus proches. Et ce que je voulais comparer, c'est est-ce que si on n'a pas cette information-là, le graphique est vraiment différent? Donc, est-ce que c'est une option nécessaire? Est-ce que ça va changer la configuration, par exemple, de ce graphique-ci, qui montre, dans ce cas-ci, qui tient compte du poids des relations? Et comme je disais, c'est dans 23andMe que j'ai fait cet exercice-là. S'il y a quelques personnes parmi vous qui se demandent quelles sont ces couleurs-là, vous n'êtes peut-être pas des habitués de la chaîne, je vais vous mettre un peu la signification des couleurs, qui sont les couleurs que j'utilise un peu partout, pas juste dans ce logiciel-là, mais quand je veux assigner des lignées à mes correspondances, donc trouver le principal ancêtre commun ou le couple d'ancêtres communs entre moi et les correspondances, j'assigne des codes de couleurs qui sont toujours les mêmes. Donc, je vous mets un peu là, le tableau qui reprend quelles sont les couleurs. Donc, ça, c'est une vue pedigree. Donc, à gauche, complètement, c'est moi-même. Et évidemment, plus on va vers la droite, plus on monte les ancêtres. Donc, tout en haut, la lignée patrilinéaire. Et tout en bas, la lignée matrilinéaire. Donc, ma mère tout en bas. Et la mère de sa mère tout en bas. Et en haut, le père du père de mon père tout en haut. Et entre les deux, bien évidemment, l'alternance des couples d'ancêtres et d'arrière-grands-parents, tout ça. Donc, ça, c'est pour les couleurs. Évidemment, les points noirs, c'est ceux que j'ai pas encore trouvés qui sont les ancêtres communs, mais les points colorés sont les correspondances avec lesquelles j'ai trouvé qu'on partageait quel couple d'ancêtres communs. Donc, j'ai pu assigner les couleurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que la partie de droite, c'est mon côté maternel. Et la partie de gauche, c'est mon côté paternel. C'est pas moi qui a placé les cercles comme ça, là, c'est le logiciel lui-même. Je vous montrerai en deuxième partie de vidéo comment j'ai utilisé la configuration. Mais ça s'est placé tout seul comme ça. Donc, à droite, les correspondances avec ma mère, à gauche, mon père. En haut à gauche, on voit que c'est un peu ma lignée patrilinéaire, justement. En bas à gauche, ce serait la lignée de la mère de mon père. Et si on retourne à droite, donc du côté de ma mère, on voit le grand cercle, d'ailleurs, le plus gros des cercles du graphique, c'est parce que ma mère a testé. Et en bas à droite, donc, la couleur un peu vert, ça c'est du côté de sa mère à elle, la lignée de sa mère. Et en haut d'elle, donc les couleurs bleues ou plus mauve, eh bien c'est du côté de son père, donc la mère de son père ou le père de son père. Et ça s'est placé comme ça. Et maintenant, la grande question, si avec les mêmes données, ce qu'on peut faire dans Gephi, c'est ne pas tenir compte du poids des relations. Donc, en ayant accès au poids des relations et en tenant compte dans cette ébauche-ci, je vais pouvoir comparer si je désactive cette propriété-là ou je lui donne un poids de 0, donc j'annule son effet dans le graphique, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça donne quelque chose comme ceci. On voit tout de suite un peu mieux les épaisseurs des traits, mais ils se sont éloignés un peu. Donc, si je reviens au graphique qui tient compte du poids, on voit pas vraiment les traits plus épais parce qu'ils sont tellement collés entre eux que ça les rapproche tellement, justement, qu'on voit pas la différence. Mais si on n'en tient pas compte, on va continuer de voir les traits parce que l'information est là. Mais en temps normal, les lignes seraient toutes de la même épaisseur. Si j'avais vraiment pas eu accès à cette donnée-là, j'aurais pas pu indiquer les traits qui indiquent des relations cousin-cousine au premier degré ou père-fils, mère-fille, des choses comme ça. Toutes les lignes auraient été de la même épaisseur, donc très fines. Mais ça montre un exemple
que le graphique se ressemble. Donc, ma conclusion à moi, évidemment, là, c'est visuellement là, que je fais l'analyse. Là, c'est un peu anecdotique aussi parce que c'est mes correspondances. Donc, c'est pas une grande étude avec des centaines de gens dont j'ai fait le graphique. C'est juste moi-même avec mes correspondances. Mais on voit quand même que si on désactive la force des liens, des correspondances entre elles, il y a quand même le côté droit encore qui est du côté de ma mère et le côté gauche encore qui est du côté de mon père. Et non seulement ça, mais en haut à gauche, ça continue d'être la lignée patrilinéaire. En bas à gauche, ça continue d'être la lignée de la mère de mon père. Même principe à droite qu'avec l'autre graphique, donc je vais vous le remontrer. C'est les nœuds ou les nodes en fait qu'on appelle dans Gephi sont grosso modo ont l'air d'être placés à peu près au même endroit. La seule différence, c'est qu'ils sont un peu plus distancés, ce qui permet justement de voir l'épaisseur des lignes. Petite anecdote, là, dans le coin en haut à droite, donc du côté de ma mère et du côté du père de ma mère, on voit beaucoup de relations, donc beaucoup plus de traits dont l'épaisseur est plus prononcée. Ben, ce qui se passe de ce côté-là de mes correspondances, c'est qu'il y a eu un donneur pour des inséminations artificielles. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de ce donneur-là. Et ça fait que dans ce coin-là de mes correspondances, pas juste sur 23andMe, mais sur d'autres sites évidemment, eh bien, il y a beaucoup de gens qui voient, qui ont beaucoup de cousins au premier degré ou même de demi-frères, demi-sœurs. Eh bien, c'est à cause d'un donneur pour des inséminations artificielles. Et sur tous les sites, on voit qu'il y a des personnes comme ça qui sont dans une espèce de cluster à cause de cet individu-là. Sinon, les autres traits qu'on voit, bien souvent, c'est des relations entre père-fils ou neveu, oncle, des choses comme ça. Mais grosso modo, moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que si je retourne une dernière fois comparer les deux graphiques, eh bien, les familles, là, les ancêtres communs ont l'air de se placer dans des coins isolés là, autour du graphique, ont l'air tout de même de se placer exactement au même endroit, qu'on tienne compte ou non du poids des relations. Le seul grand avantage qu'on a, évidemment, mais c'est l'épaisseur des traits. Donc, ça devient vraiment plus facile de chercher si quelqu'un, de trouver l'ancêtre commun avec quelqu'un. Si on ne fait pas juste chercher le nom d'une personne, donc de la correspondance, mais si on a accès à un frère, une sœur ou un enfant, ben là, ça va encore mieux. Dans une autre vidéo où j'avais donné des trucs pour trouver comment trouver l'ancêtre commun d'une personne si la personne n'a pas d'arbre généalogique, eh bien, dans cette vidéo-là, je mentionnais quelques trucs. Eh bien, ces trucs-là sont beaucoup plus utiles si on cherche pas juste avec le nom d'une seule personne, mais avec des noms en commun, donc 2 ou 3 frères, ou la personne avec un enfant. Ben là, à ce moment-là, ça permet d'encore mieux isoler avec ces trucs-là, parce qu'on cherche pas juste une personne, mais on se met à chercher un cluster de personnes ou un groupe de personnes, au moins 2 personnes. Là. Mais parfois, on peut voir qu'il y a plus que 2 personnes qui sont en relation. Mais déjà d'avoir 2 personnes, donc avoir le nom, le prénom d'un frère qui va avec la personne, mais dans les avis de décès, ces trucs-là, ça aide vraiment beaucoup plus à obtenir des indices plus probants. Donc, je vous avais dit que je vous expliquerai comment j'ai généré ces graphiques-là. Eh bien, c'est dans Gephi. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'importer dans la liste de correspondance la liste de correspondances en commune, en descendant chacun des matchs là, sur le site 23andMe. Et puis, bien, on voit que ça donne 1394 personnes en tout et que le nombre de relations entre elles s'élève à presque 14 000. Donc, presque 1400 personnes pour presque 14 000 relations. Le graphique qu'on voit présentement, c'est celui qui tient compte du poids. Et comment on le voit, ça, en fait, c'est dans le layout, j'ai pris Force Atlas 2 et j'ai mis 1 à Edge Weight Influence, donc de tenir compte de l'influence du poids. Et les edges, en fait, c'est les relations. Donc, tenir compte du poids des relations. Et encore une fois, c'est le poids qui était donné par 23andMe. Donc, il était en pourcentage, mais je l'ai converti en centimorgane. Il y a quelques outils sur le web là,
dont un sur DNA Painter, qui permet de convertir pourcentage en centimorgane. Et j'ai utilisé donc cette valeur-là de poids pour chacune, mais ça vient du pourcentage de relation donné par 23andMe. Ici, j'ai écrit 1 dans la case ici, donc ça tient compte de 100% du poids des relations entre elles. Et en roulant le layout Force Atlas 2, j'ai aussi activé Prevent Overlap parce que j'aime ça que les nodes ne se chevauchent pas entre eux. Donc on voit un peu ici là, que si je fais Prevent Overlap, ça étire un petit peu les nodes, mais juste assez pour qu'on voit le cercle de tous les nodes. Sinon, ben, ils se chevaucheraient. Et j'ai aussi utilisé Dissuade Hubs. Donc, si j'avais pas coché ça, ben, ça aurait fait un grand amas central. En faisant ça, ça force à étirer les nodes vers l'extérieur. Mais en tenant compte de la gravité que j'ai mis, 500 de gravité, ben, c'est comme une espèce il y a la gravité centrale qui force les nodes à aller vers le centre et Dissuade Hubs qui permet de les étirer vers l'extérieur. Donc, c'est comme deux forces qui s'étirent. Et ben pour m'assurer que la représentation finale du graphique soit toujours la même, donc ce que je vous ai présenté, que ça soit pas le fruit du hasard, eh bien, ce que je faisais, c'est que je désactivais Dissuade Hubs, j'appliquais Stronger Gravity, et en faisant ça, en cochant et en décochant, on voit que les nodes se replacent. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Comme ça. Donc, en faisant Stronger Gravity, ça les met toutes au centre, toutes chevauchées un par-dessus l'autre. Et en décochant, ben, on voit que les forces, en tenant compte des liens, se regroupent un peu toujours de la même façon. Donc, on voit que présentement, le côté de ma mère est en haut et le côté de mon père est un peu plus en bas. Mais si je fais constamment ces options-là, on voit que ça se replace aussi constamment de la même façon. Et ensuite, ce que je voulais, ben, c'est utiliser Dissuade Hubs pour les étirer un peu à l'extérieur. Et enfin, Prevent Overlap pour que chaque cercle ne se chevauche pas. Et les images que vous avez vues, ben, c'est en allant dans Preview et en utilisant l'exportation en PNG vers la fin ici. Donc, export ici, SVG, PDF, PNG. Moi, j'ai pris PNG. Et il faut faire refresh pour voir la nouvelle version. Donc ça, c'est le graphique pour tenir compte du poids. Et ce que j'ai fait pour générer celui qui n'en tient pas compte, et bien évidemment, c'est ici que j'ai mis 0. Donc ne tient pas compte des poids. Ce que ça fait si je laisse les options similaires, c'est que ben il n'y aura plus de poids entre eux, donc il n'y aura pas la force qui rapproche les frères et sœurs, les oncles, les tantes et tout. Donc le graphique devrait, à cause que j'ai laissé Dissuade Hubs activé, devrait quand même s'étirer plus vers l'extérieur. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour générer qu'il soit un peu plus similaire à l'autre, c'est tout simplement, en fait, de désactiver ça aussi et même de mettre une plus grande gravité. Donc, en faisant ça, ça va le rapprocher plus vers le centre. On peut même monter à 1400. Donc, ça permet quand même d'avoir un graphique un peu plus similaire à l'autre. Et c'était le même principe pour m'assurer que ça soit pas juste le changement de quelques configurations qui faisaient que les cercles sont placés de la même façon. Mais je continuais d'utiliser Stronger Gravity pour les mettre au centre, le décliquer, faire ça au moins 3 ou 4 fois, là, juste pour être sûr que le mélange se refasse toujours de la même façon. Et c'était le cas. Je pouvais même aller jusqu'à prendre l'option ici, là, Linlog Mode, qui les étire encore plus. Des fois, ça les permet de bouger un peu plus et d'aller se positionner à d'autres endroits. Mais, grosso modo, c'était donc en appliquant une plus grande gravité et en s'assurant là, que le positionnement se refasse bien de la même façon tout le temps. En utilisant même certaines petites options ici qui permettent de les étirer pour qu'ils se replacent vraiment aux bons endroits. Et à ce moment-là, on voyait quand même, une fois que je coche Prevent Overlap, donc en ayant complètement enlevé l'influence, eh bien, ça donnait quand même un graphique où est-ce que le côté paternel était
Ben là, moi je l'avais mis à gauche, je vais vous montrer comment aussi. Là. Avec Layout, on va dans Rotate, en mettant seulement à coup de 12 degrés. Ben, ça permet de le remettre un peu comme je vous l'avais présenté. Mais sinon, c'est Force Atlas 2. Donc, on voit quand même que dans ce cas-là, en fait, c'est un miroir de ce que j'ai fait. C'est simplement le même graphique, c'est juste qu'il a flippé, si on veut, il a fait un miroir sur l'axe horizontal. Donc, le haut est devenu en bas et le bas est devenu en haut. Mais malgré tout, la partie de droite demeure celle de ma mère, la partie de gauche demeure celle de mon père. C'est juste qu'il y a eu un effet comme miroir là, sur l'axe horizontal. Mais si on utilisait le miroir, mais le graphique ferait juste se tourner sur lui-même et les positions seraient pareilles. D'ailleurs, probablement que si j'essaye de refaire le graphique, je vais réavoir la configuration miroir éventuellement. Donc, en décochant ça, en faisant ça, éventuellement, à coup de chance, je pourrais finir par avoir la bonne configuration avec ma mère, comme ici. Voilà, ma mère à droite et mon père à gauche, exactement comme ce que j'avais exporté. Mais c'est juste pour illustrer que les groupes se collent quand même entre eux. Donc, autrement dit, le poids des relations entre les personnes va pas jouer un très, très, très grand rôle dans la position des nodes. Par contre, ça va aider à avoir des indices sur qui est le père de qui est le cousin de qui. Donc ça peut être vraiment plus pratique que ce que présentement Ancestry nous donne seulement. Des fois, avec les noms de famille, on s'en doute un peu, mais des fois, les noms sont pas pareils. Donc, si le fils d'une mère a testé, ben le nom de famille sera pas le même. Donc, présentement, sur Ancestry, c'est pas toujours facile de savoir qu'une personne est le fils d'une autre personne. Mais avec ces options-là, ben, on peut avoir de plus forts indices sur qui a des relations proches pour nous aider encore mieux à isoler les ancêtres communs. Donc, la grande nouvelle avec Ancestry qui va nous permettre ça, c'est qu'on va enfin pouvoir avoir des relations proches entre les personnes, donc trouver un début de petit nœud familial, si on veut, et partir de ça pour avoir les ancêtres communs. Mais essentiellement, ça change, ça devrait pas changer beaucoup. Les clusters qu'on avait déjà juste en ayant que tel match correspond aussi avec telle autre personne et que la force de correspondance jouait pas un énorme rôle, en tout cas pour ma part à moi. Je serais curieux de voir de votre côté si vous faites l'expérience. Mais moi, ma conclusion, c'est que les clusters, si on veut, là, les nodes vont continuer de s'isoler un peu de la même façon. Mais par contre, ça va vraiment aider en ayant les informations sur les petits cercles familiaux, si on veut, donc les relations entre les personnes. C'est sûr que c'est une information pertinente à avoir pour trouver l'ancêtre commun. Dernier petit détail, si vous avez vu les chiffres sur les nœuds, encore une fois, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est donc non seulement la couleur qui indique l'ancêtre commun, là, avec le petit pedigree coloré que je vous avais montré, donc non seulement la couleur fait ça, mais il y a aussi une nomenclature de chiffres qui vient en fait de Dave Vance. Donc pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est un truc que j'avais trouvé dans sa vidéo à lui qui est sur YouTube aussi. Si vous cherchez Gephi avec Dave Vance puis des termes de correspondance ADN, de match ADN, vous allez trouver sa vidéo et cette nomenclature-là vient de sa vidéo. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais c'est que moi je l'ai vu. Et bon, la façon que les chiffres fonctionnent, c'est 1, c'est du côté de l'homme, 2, c'est du côté de la femme. Donc, si on voit les chiffres qui commencent donc vers la gauche, là, dans le sens de la lecture, tous les chiffres qui commencent par un 2 sont du côté de ma mère, et tous les chiffres qui commencent par un 1 sont du côté de mon père. Et quand il y a des tirets, ça monte de génération. Donc, 1-1, comme par exemple ici, si on voit les 1-1-2, ça veut dire mon père, son père à lui et sa mère à lui. Donc, mon père, mon grand-père paternel et la mère de mon grand-père paternel. Et bien, à l'inverse, là, si on arrive du côté de ma mère, ça commence par 2 parce que c'est ma mère. Et ensuite, ben, si on a un tiret 2, ça veut dire la mère de sa mère. Ou un tiret 1 au milieu, ben, c'est le père de ma mère. Donc, c'est ça un peu la nomenclature. Ça peut aider aussi à visualiser. Donc, j'ai mis à la fois les couleurs et
la nomenclature des hiérarchies de façon binaire. Quand vous voyez qu'il y a un 3, c'est parce qu'il y a eu de l'endogamie. Donc, ou qu'il y a plus qu'une lignée, en fait, des fois, pas nécessairement de l'endogamie, ça peut être de l'endogamie, mais ça peut être aussi parce que il y a eu une correspondance dont les segments proviennent de plus qu'une lignée. Donc, moi, personnellement, je mets un 3. Là, je me rappelle plus si c'était dans la vidéo de Dave Vance, mais en mettant un 3, c'est un indicateur que c'est pas une lignée pure, si on veut. Là, donc, ça peut être plusieurs lignées rendues là qui ont contribué à avoir que la personne correspond avec nous. Donc, voilà. C'est un peu une question que je m'étais posée, à savoir si cette option-là qui devrait arriver en cours d'année chez Ancestry compte vraiment. Eh bien, un peu comme je l'expliquais en conclusion, ça ne devrait pas impacter les clusters. Là. Les cercles devraient continuer de se mettre aux mêmes endroits, mais ça va définitivement donner plus d'indices sur les relations entre les personnes. Donc, leurs cercles familiaux à eux va être beaucoup plus en évidence. On va pouvoir beaucoup plus facilement indiquer telle personne est le fils de telle personne et le cousin au premier degré de telle personne. Et là, ça va donner pratique pour chercher ancêtre commun. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.